C'est la deuxième fois en même pas un an qu'on est face à cette situation avec l'industrie des films d'horreur. L'année dernière, Mike Flanagan, qui a réalisé plusieurs films d'horreur, plusieurs thrillers horrifiques que je trouve vraiment excellents, mais la plupart étant sortis sur Netflix, n'ayant droit qu'à une seule sortie au cinéma, Oculus, à qui on avait proposé un projet qu'il ne pouvait refuser s'il voulait se faire un peu plus connaître dans le monde du cinéma, Ouija 2, suite de Ouija 1, qui était un film très mauvais. Et il a fait une super suite, préquelle. Cette année, donc, c'était au tour de Sandberg, qui a déjà réalisé d'excellents courts-métrages d'horreur que vous pouvez voir sur sa page Vimeo, et qui avait d'ailleurs l'année dernière eu l'occasion d'en refaire un pour le cinéma, Lights Out. On lui a proposé un projet qu'il ne pouvait pas refuser s'il voulait se faire plus connaître, Annabelle 2, suite du très mauvais Annabelle. Eh bien, il en a fait une excellente suite, préquelle. Annabelle Creation raconte donc les origines de la poupée Annabelle, comment est-ce qu'elle a été créée, comment elle en est venue à être possédée par le démon présenté dans le premier film. Toute l'action se déroulera dans une grande maison de campagne américaine où un petit orphelinat catholique composé de 6 filles et une nonne seront invitées à rester, où elles découvriront et feront face à la présence diabolique qui hante la poupée et donc les lieux. Tout d'abord, et ça n'a rien à voir avec le film, mais merci beaucoup à ma salle de séance. Les films d'horreur, c'est des films que j'ai peur à aller voir en salle à cause du public, à cause de leurs réactions, à cause des gens qui pourraient parler, rire et qui gâcheraient tout à fait l'ambiance. Ici, ça a été le silence absolu du début à la fin du film. Merci. C'est de loin une nette amélioration par rapport au premier film. Le seul avantage qu'a ce film d'être la suite du premier Annabelle, c'est qu'il mérite d'un meilleur budget dû au succès aberrant du premier film. Ainsi, Sandberg et son chef opérateur ont vraiment pu réfléchir à différentes façons de bouger la caméra, les différents plans qu'ils pourraient créer. Et donc dans le film, il y a beaucoup de plans à la grue, des plans au dolly qui vont se balader avec les personnages dans les couloirs de la maison, les suivre petit à petit. On a d'ailleurs tout un énorme plan séquence quand ils arrivent pour la première fois à la maison, qui fait d'ailleurs penser au plan séquence qu'avait utilisé James Wan pour présenter la maison dans le premier Conjuring. Et ça fait toujours plaisir de voir un film d'horreur qui est aussi bien filmé et qui réfléchit à la façon dont sa caméra bouge. Ça démontre vraiment que malgré le fait que ça soit peut-être un projet qu'il n'avait pas vraiment envie de faire vu que ça suivait un film vraiment pourri, il a quand même travaillé, il a été avec passion et avec intérêt et ça se voit. On pourrait penser que tous ces mouvements sont vraiment des gadgets, ne sont pas nécessaires, mais ça amène quand même un dynamisme dans les choses qu'on regarde, même si le mouvement est extrêmement minime. Et ça sert aussi par la suite, parce que dans les scènes où la caméra décide de se poser et où le cadre est fixe, ça crée inconsciemment un sentiment de malaise, de dérangement, rajouté à bien sûr ce qui est présenté à l'écran. Un exemple de ça serait une scène où il y a une fillette qui se balade dans la maison et il y a un moment où on a un plan très éloigné d'elle où on voit l'entièreté du décor plongé dans une pénombre et elle a l'air extrêmement petite dans cet énorme décor avec une porte devant elle, les couloirs sombres à côté d'elle et on a vraiment le questionnement de se demander d'où va venir la menace, de où est-ce qu'elle pourrait se faire attaquer. Et avant de continuer un peu sur ce travail de tension, ce qui est le plus important dans un film d'horreur, on va passer à une autre chose très bien gérée dans le film, l'écriture et l'acting des personnages. Vous entendez peut-être ça souvent, mais c'est quand même une des clés principales pour faire un bon film d'horreur où vous êtes investi du début à la fin. Il faut que vous ayez envie de suivre les personnages. Il faut que quand ces personnages soient en danger, vous ayez envie qu'ils s'en sortent, vous ayez peur pour leur survie, pour leur sécurité. C'est ça qui crée une bonne partie de la tension dans un bon film d'horreur. Et ici, c'est géré. L'écriture des dialogues et les liens entre les personnages sont très bien posés et très bien exposés. Il y a une des premières scènes du film qui se passe dans un bus alors qu'ils sont en train d'arriver petit à petit à la maison où se trouve Annabelle, où les deux personnages, les deux fillettes principales, discutent entre elles. Et vraiment en quelques minutes, vous savez plus ou moins qui elles sont, ce qu'elles ont déjà vécu, le lien qu'elles ont entre elles, leurs désirs, leurs points d'intérêt, sans que ça paraisse être de l'exposition forcée, tout ça complètement naturellement. Alors bien sûr, le centre d'intérêt est placé surtout sur L2, toutefois les 4 autres filles de l'orphelinat sont pas du tout bâclées, sauf une qu'on voit à peine. Mais les 3 autres, en tout cas, ont toutes, il me semble, au moins une page de dialogue, ce qui est énorme pour des personnages secondaires, et ont toutes une personnalité, une caractéristique qui leur est propre, et qui ne tombe pas dans le cliché de « je suis la pétasse surmaquillée, je suis le débile qui se met toujours en danger ». Donc on s'éloigne des personnalités clichés qu'on trouve dans la plupart des films d'horreur, et malgré le fait que le film soit moins intéressé à elles, quand elles étaient en danger, j'en avais aussi quelque chose à faire. Et le personnage de la nonne, qui a beaucoup plus de scènes pour le coup que ces 4 filles de l'orphelinat, elle est tellement gentille, tellement adorable, que c'est impossible de ne pas en avoir quelque chose à faire lorsque elle est en danger. Et là, on va revenir un peu à nos 2 personnages principaux pour parler de leurs actrices. Elles sont excellentes, vraiment très justes. L'actrice principale, Talita Betterman, m'a vraiment
bluffé. Elle a énormément de choses à jouer dans le film. Elle joue le rôle d'une fille qui s'est cassée récemment une des deux jambes et qui donc est infirme et joue le rôle du personnage dans les films d'horreur qui forcément est beaucoup plus faible face à un danger puisqu'elle ne peut par exemple pas courir. Et tout au long du film, l'actrice doit vraiment développer plein d'émotions, nous montrer plein d'aspects de son personnage, allant de la peur, naturellement, au regret, à la tristesse de ne pas pouvoir jouer avec ses amis. Et elle passe vraiment à différents stades d'acting, à un panel énorme d'émotions, et elle les gère tous avec une justesse professionnelle. La deuxième actrice qui joue donc son amie Lulu Wilson, c'est une habituée du genre. Elle avait déjà joué dans Ouija 2, justement, de Mike Flanagan, et je l'avais trouvée très juste et très bonne dans ce film, et apparemment Sandberg a dû se dire la même chose, et idem ici, elle joue très bien. Toutefois, il est temps de revenir au premier centre d'intérêt dans un film d'horreur, la tension et la peur. Excellent. Et il n'a pas fallu longtemps avant que je me rende compte que j'allais passer un bien meilleur moment que devant le premier film. La première scène où Annabelle est vraiment introduite, on a une petite scène au tout début où elle est construite, mais je parle vraiment la deuxième fois qu'on la voit dans le film. Toute cette scène est excellente, et c'est la première scène de tension du film. Donc avec un aussi beau début, je ne pouvais que attendre la suite, et je n'ai pas du tout été déçu. À vrai dire, pour revenir sur cette scène, toutes les scènes qui se passent dans la chambre où se trouve Annabelle, pour moi, sont toutes parfaites. Il y a 3 ou 4 scènes qui se passent dans cette fameuse chambre, et la tension est vraiment toujours à son summum. Le réalisateur a vraiment réfléchi à comment rendre cette poupée effrayante. Dans le premier film, à part nous montrer quelques gros plans de ses yeux pour montrer qu'elle est creepy, il n'y avait pas vraiment un sens de danger, on ne savait pas vraiment ce qu'elle pouvait faire. Ici, tout le début du film sert vraiment à montrer le danger qu'elle pourrait représenter, sans du tout montrer la poupée. On voit très rarement la poupée pendant les premières scènes d'attaque, mais par la suite, quand on montre enfin la poupée, on sait les dangers qu'elle peut créer, et du coup, elle devient effrayante, elle devient creepy. Quand elle apparaît, il y a aussi un énorme travail de faire en sorte qu'elle ait l'air vivante alors qu'elle est complètement immobile. Ce sera juste des positions qu'elle a, des façons de regarder, les yeux, qui ne bougent pas mais qui sont posés comme ça lors de l'écran et qui ont vraiment l'air de scruter les personnages. Ils ont vraiment réussi à la rendre vivante. Et au-delà de rendre une poupée effrayante, il essaye vraiment de rendre plein de jouets d'enfants effrayants, des marionnettes, une maison de poupées, etc., etc. Il a vraiment ouvert ses possibilités, ce qui crée des scènes assez originales et assez uniques, ou du moins un dénouement unique. Il y a vraiment plusieurs scènes où je savais où ça allait aller, et au final, pas du tout, ça prenait un chemin très différent, et que je me rappelle pas avoir vu. Et un film d'horreur qui me surprend autant, et qui, je dois m'avouer, m'a mis méchamment sous pression, c'est vraiment assez rare pour que je le signale, et que je vous invite vraiment à aller le voir. Il faut impérativement qu'il fasse plus d'argent que son prédécesseur. On va parler un peu du mixage sonore qui peut faire peur à beaucoup de gens par rapport à ça, par rapport aux jumpscares, aux bruits forts qui viennent vous faire sursauter pendant certains moments. Il n'y en a pas tant que ça, la plupart des jumpscares sont les jumpscares à la James Wan, donc c'est vous faire sursauter sur des choses qui sont effectivement dangereuses. Maintenant, il y a effectivement 2-3 moments, 2-3 scènes où il y a des faux jumpscares, quelqu'un qui va arriver et la musique va appuyer méchamment dessus. C'est dommage, mais au milieu de si bonnes choses, je suis prêt à l'oublier complètement. Par contre, là où le mixage audio est vraiment ouf, c'est dans une scène qui se passe dans une grange plus ou moins au milieu du film, et où là, le travail de surround dans la salle, les bruits qui sont partout, du bois qui craque, les gens qui se déplacent, c'est excellent et ça crée vraiment une ambiance ouf. Et alors on arrive à la fin du film et je ne sais pas du tout comment est-ce qu'il fait ça, mais pendant les 30 à 40 dernières minutes du film, le climax est sous tension et stressant pendant les 30 à 40 dernières minutes. Je n'ai aucune idée de comment est-ce qu'il a réussi à faire tenir ça aussi longtemps. Normalement, quand vous faites monter la tension et que vous la laissez à son summum, il y a un moment où vous commencez à comprendre et la tension commence à redescendre. Mais non, je suis resté captivé et je serrais mon siège, ce qui est vraiment une chose assez rare. Pendant ces 30 dernières minutes, je suis épaté de ce que ce film a réussi à me faire ressentir. Sandberg se permet quelques clins d'œil et quelques références à d'autres films d'horreur. On a par exemple une référence très claire par rapport à Ringu ou à Rings, dépendant que si vous prenez le remake américain. Et il y a même là-dedans une petite référence à The Conjuring 2 de James Wan pour faire un petit clin d'œil. Et il utilise même la vraie poupée Annabelle qu'on voit dans le film, qui n'est pas du tout Annabelle. Mais c'est toujours chouette de voir l'original, parce que oui, elle est peut-être effrayante cette poupée, mais en réalité, elle ressemble à ça.
Maintenant, pour les éventuels bémols du film, parce que je suis pas aveugle au fait qu'il y en ait, il y a quelques jumpscares, comme j'ai dit, qui sont plutôt inutiles et mal placés au milieu d'une tension aussi bien créée. On a toute la scène explicative de pourquoi est-ce qu'il y a ça, pourquoi est-ce qu'il y a ci. Mais pas trop, ils se sont vraiment pas attardés sur comment est-ce que le démon a réussi à prendre possession, qui lui a ouvert une porte d'entrée, parce que c'est des choses qu'on connaît déjà et qu'on a déjà vues, et donc le film sait qu'il ferait mieux de juste passer dessus et de revenir à sa tension. Mais de loin, le plus gros bémol du film, et c'est drôle parce que c'est plus ou moins la même chose que je reprochais à Ouija 2, il est obligé de faire le lien, en quelque sorte, avec le premier film. Ici, ça va, ça se joue vraiment sur les 3 dernières minutes du film, c'est à peine si on en a quelque chose à foutre. Ce premier film est lié donc dans 2 scènes. La première, pas de problème, c'est on ramène des acteurs du premier film qui sont pas les personnages principaux. Et donc, si vous avez vu le premier film, vous comprenez ce qui va se passer, vous avez compris le lien, et si vous n'avez pas vu le premier film, c'est pas grave, ça veut dire autre chose. Toutefois, après, elle est suivie d'une toute dernière scène qui nous joue la carte de 12 ans plus tard et repompe une des scènes du premier film. C'est quand même con de partir sur une si mauvaise note. Donc au final, j'ai vraiment passé un très bon temps devant le film. Je voulais qu'il soit bon, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Ma bibliothèque de Blu-ray va être très bizarre. Je vais avoir Ouija 2, mais pas Ouija 1, et je vais avoir Annabelle 2, mais pas Annabelle 1. En tout cas, Sandberg vient de rejoindre ma liste, à côté de Mike Flanagan, des nouveaux réalisateurs qui font quelque chose de très intéressant et de très abouti dans l'horreur, et j'ai hâte de voir ce qu'ils feront après. Au final, si je devais coter ma satisfaction en ayant vu Annabelle Creation, elle serait de 18 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook et Twitter où je vous tiens au courant de mes sorties mensuelles, et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.